Bonjour à toutes et à tous. Celui qui veut voyager heureux doit voyager léger. C'est Saint-Exupéry qui disait ça. Eh ben c'est parfait, vous n'avez rien à prendre, aucune valise, aucun passeport. Bienvenue dans Invitation au voyage. Aujourd'hui, je vous emmène dans la jungle du Panama chez les Embera. Ce peuple qui sait profiter des couleurs qu'offre la nature. L'un des plus grands architectes au monde s'est inspiré de leur culture pour créer un monument emblématique du pays, le Biomuseo, un hommage à la biodiversité panaméenne. Il y a des murs de couleurs revêtus de stuc, de couleurs peintes, de couleurs vives. Les toits sont également métalliques, faisant clairement penser à la ville de Panama. Ainsi, ce sont des matériaux, des couleurs et des textures qui sont connectés à la réalité panaméenne, mais qui sont transformés par l'œil créatif de Guéry. Que faire devant tant de beauté? Les Pyrénées aussi suscitent un élan créateur. Ascensionner, sentir, écrire, tels sont les mots d'ordre d'un mouvement né au XVIe siècle, le pyrénéisme, et il se pourrait que vous y succombiez dans l'héritage. Pour moi, le pyrénéisme, c'est une histoire d'amour pour cette montagne qui est particulière, assez fantastique, vertigineuse aussi. Et un pyrénéiste, c'est quelqu'un qui a envie d'excursionner dans la montagne, de sentir et de raconter. C'est en Coccinelle que nous irons en Suisse et vous découvrirez l'origine inattendue de la voiture du peuple. Je peux déjà vous dire que contrairement à ce qu'on croit, l'idée ne vient pas d'Hitler. Enfin, on n'oubliera pas d'aller chez nos papilles avec un ragoût d'agneau au pruneau typique de Sofia. Pour cette recette, je vais utiliser un de mes vins préférés. J'ai toujours pensé que le vin avec lequel tu cuisines doit être aussi un bon vin à boire. Santé! Merci. À la tienne. Mais d'abord, la devinette. En Italie, après la Seconde Guerre mondiale, comment des militantes communistes ont-elles sauvé des enfants de la misère? En 1946, le sud de l'Italie est libre, mais exsangue. Les bombardements ont détruit les ponts et les routes, les industries ne fonctionnent plus. Le manque de nourriture se fait ressentir et le malaise social enfle avec l'Italie du Nord, historiquement plus développée. Des femmes ont donc tenté de réduire ce fossé et ça a marché. Avec quelle initiative révolutionnaire? Je vous laisse chercher et vous aurez la réponse dans 45 minutes. D'ici là, on part au Panama. En 2014, alors qu'à Paris, on inaugurait la Fondation Vuitton, au Panama, une autre œuvre de l'architecte Frank Gehry ouvrait ses portes, le Biomuseo, la première œuvre de Gehry en Amérique latine. Et vous allez voir comment il a trouvé son inspiration pour celle-ci. De la jungle urbaine de Panama, port capital d'un pays trait d'union, jaillit une explosion de couleurs. Un assemblage d'écailles pop qui rappelle que cette nation ne se réduit pas à son canal. Ouvert en 2014, à l'exact endroit où l'Amérique du Nord rencontre celle du Sud, le Biomuseo de Panama célèbre la biodiversité du pays. Pensé entre autres comme un manifeste écologique, ce bâtiment, qui rappelle les feuilles polychromes d'un arbre, est l'œuvre d'un architecte à la vision éminemment politique, Frank Gehry. Célébré pour son musée Guggenheim à Bilbao, l'architecte a essaimé dans le monde. Mais ce projet occupe pour lui une place à part. Le Panama est le pays d'origine de son épouse. Cette nation mosaïque, il a su en sublimer les innombrables richesses pour lui offrir un bâtiment devenu en quelques années à peine le symbole du pays. C'est une grande fierté pour nous que Gehry se soit inspiré de nos savoirs traditionnels, de nos expériences, de nos modèles culturels. Ainsi, tout cela prouve notre existence en tant que peuple autochtone. La Calçada de Amador, une mince bande de terre artificielle de 6 km composée de roches excavées lors du creusement du canal de Panama. Protégeant son entrée, elle est longée nuit et jour par les supertankers du monde entier et longtemps, elle a fait figure de balafre dans l'orgueil national des Panaméens.
La Calzada de Amador a été pendant une grande partie du XXe siècle une base militaire. Elle faisait partie de la zone du canal, un territoire sous contrôle américain, cédé aux États-Unis pour la construction du canal en 1903. Bien que le Panama soit indépendant depuis 1903, il a fallu attendre plus de 70 ans pour que cette zone soit reconnue comme pleinement panaméenne. En 1977, les traités Torrijos-Carter sont finalement signés et permettent la rétrocession de certaines terres. La Calzada de Amador a été parmi les premières à revenir au Panama, ce qui lui confère une place à part. Pour tous les Panaméens, elle devient un endroit très attractif, populaire. Ce rôle symbolique se trouve renforcé après l'invasion par les États-Unis visant à faire chuter le dictateur Noriega en 1989. Le pays cherche à s'affranchir de l'étouffante tutelle américaine. La jeune nation mise sur la biodiversité et cherche pour cela à créer un lieu iconique. La conception d'un musée est envisagée dès les années 1990. Un groupe d'entrepreneurs et de gestionnaires culturels avait observé le célèbre effet Guggenheim à Bilbao, où l'architecture adossée à une institution culturelle avait permis de placer la ville sur la carte mondiale. Ce groupe a alors formé une fondation, la Fondation Amador, pour contacter Frank Gehry et lui proposer de réaliser un projet au Panama, dédié non pas à l'art contemporain, mais à l'histoire de la biodiversité du Panama. Ce projet touche l'architecte américano-canadien qui connaît intimement le pays grâce à sa famille. Il perçoit tout l'intérêt du site désigné. On se trouve au bord du canal et d'un pont très emblématique reliant les deux continents, le pont des Amériques. Et le Panama est bien ce point de contact, ce pont entre les cultures, les idées et les gens. Et puis tous les navires entrant dans le canal passent à côté de cette zone. Presque tous les avions qui approchent de l'aéroport tournent au-dessus de cette parcelle. Ainsi, tout ce que l'on place ici est amené à devenir facilement un symbole, un monument d'importance. Après des décennies de présence militaire, le site est en friche. Pour le réintégrer au tissu urbain, Gehry fait un premier choix, celui de la couleur. Comme celle joyeuse qu'il observe sur les toitures en tôle ondulée ou les bus multicolores de la ville. Ces couleurs, on les retrouvera plus tard sur le bâtiment. Il y a des murs de couleurs revêtus de stuc, de couleurs peintes, de couleurs vives. Les toits sont également métalliques, faisant clairement penser à la ville de Panama. Ainsi, ce sont des matériaux, des couleurs et des textures qui sont connectés à la réalité panaméenne, mais qui sont transformés par l'œil créatif de Gehry. Au Panama, j'ai fait un bâtiment avec des couleurs très vives. Et il y avait des raisons à cela. Du côté de l'Atlantique, à 80 km de là, il y a beaucoup de pauvreté. Ce sont des peuples autochtones et ils sont très colorés. J'ai donc souhaité les évoquer, les inviter à cette table. Pour gagner cette région vantée par Gehry, il faut descendre le canal vers le nord et pénétrer le pays jusqu'au lac Gatún. Ici se trouve le territoire des Emberas. Ce peuple vit en communauté regroupée autour de villages traditionnels, comme celui de Eyadrua. Toutes les couleurs sont dans la nature. Que nous offre-t-elle? Où sont-elles? Il y a les fleurs qui sont vertes. Il y a le bleu de la mer. Il y a le ciel. Quand tous les fruits mûrissent, il y a la couleur jaune et les fleurs qui sont rouges. Le monde des Emberas s'inspire de cela, de ces couleurs qu'ils aperçoivent et retranscrivent dans leurs maisons et leurs vêtements traditionnels. Les couleurs de notre cosmogonie proviennent de celles des animaux. Par exemple, ce perroquet que vous voyez ou entendez,
Il a une couleur verte. C'est la pureté, la vie. Et tous les animaux ont une couleur différente. On s'inspire de cela. Il n'y a rien à créer, rien à faire. Tout est simplement dans la nature. Au-delà des couleurs, c'est aussi une certaine vision de l'architecture à laquelle Frank Gehry est confronté sur ces terres panaméennes. Cette maison que vous voyez ici s'appelle Hambade. Cela signifie maison de la pirogue. C'est le bateau que nous utilisons. Cela a une signification symbolique. Tout y est entrelacé, imbriqué, comme dans une pirogue. En haut, la croix est ce que nous appelons la poutre. C'est ce qui supporte le poids et maintient tout l'ensemble. Ici, toute la structure est faite de troncs, de poteaux, qui sont placés un par un tout autour. Le toit ne s'effondre pas parce qu'il y a un arrimage au sommet. Tout est spacieux à l'intérieur. Pour nous, la partie supérieure est primordiale. Nos ancêtres étaient sages. Il y a bien longtemps, ils coexistaient avec des bêtes sauvages. Et en vivant en hauteur, ils se protégeaient de cette faune. Ces principes, l'architecte les met en œuvre dans l'agencement entre les toits et les murs du Biomuséo. Les auvents de couleurs rappellent ce style vernaculaire, cet habitat néotropical spectaculaire, comme se définit le projet. Tout est ouvert, c'est stratégique. C'est ce que l'on voit au Biomuséo. C'est une inspiration venant des communautés autochtones où tout est connecté et doté d'une signification. Mais c'est surtout la place donnée à la nature par les peuples originels du Panama que Gehry va reprendre à son compte. Le musée doit accorder une grande place à la biodiversité et l'architecte appartient à un courant, le déconstructivisme, où le bâtiment s'adapte au message porté. Gehry n'a qu'à puiser dans les alentours immédiats du musée, Panama étant l'une des rares capitales d'Amérique centrale à disposer d'une jungle urbaine, le parc naturel métropolitain. Ainsi propose-t-il un projet où le visiteur pourra expérimenter le fonctionnement propre à une forêt tropicale. Lorsque vous transposez cela à la manière dont fonctionne une forêt, vous pouvez retrouver les différents niveaux d'un espace boisé. Vous avez la partie basse où se trouvent les racines et le sol. Ensuite, vous avez le niveau moyen, les troncs d'arbres et enfin la canopée avec ses ouvertures, ses branches, le toit des arbres. On retrouve ces cimes qui se chevauchent sans se couvrir complètement. Cela rappelle la canopée où les feuilles créent un voile qui laisse passer la lumière du soleil et la pluie. Le parc naturel métropolitain ouvre un corridor biologique entre le sud et le nord de l'isthme qui garantit aux animaux la possibilité de passer des forêts du Pacifique à celles de l'Atlantique. Cette connectivité, cette porosité, parle à Gehry. Il imagine alors un musée tel une arche où l'homme et la nature ne seraient plus dissociés. Je pense que l'une des premières choses qui a inspiré Frank, c'est la jungle elle-même, la manière dont cet écosystème interagit. Vous pouvez voir dans le musée qu'il y a des espaces ouverts par lesquels l'air circule. Si vous vous placez sous un arbre, après avoir beaucoup pris le soleil, vous ressentez cette sensation thermique. Votre température se régule. À son ouverture en 2014, le bâtiment s'impose vite comme une référence de l'architecture organique. Une œuvre toujours en construction, amenée encore à évoluer, à s'amender. Comme dans le cycle continuel de recomposition de la nature. De quoi donner aux Panaméens le récit qui leur manquait.
Je ne sais pas si Frank Gehry a conscience de l'impact que ce musée a eu sur nous, les Panaméens, et sur le monde en général. C'est une œuvre qui a changé la vie de tous ceux qui habitent la ville. C'est un musée qui, en traitant le thème de la biodiversité comme point central, permet de vous reconnecter à l'être que vous êtes, au plus profond de vous-même. Au Panama, il semblerait que les singes aient le pied marin. C'est le clin d'œil de Thomas Chauvineau. Le chien sait nager, ça l'amuse. Le rat aussi, mais uniquement s'il est obligé. Le papa de Bambi quand il est poursuivi par les chasseurs. Tarzan également. Il sait même plonger. Mais pas Cheetah. Le singe, lui, ne sait pas nager, c'est pas son truc. Pourtant, il y a environ 20 millions d'années, des singes ont probablement réussi à traverser les 160 km d'eau salée qui séparaient, à l'époque, l'Amérique du Sud de l'Amérique du Nord. Si aujourd'hui, les deux continents sont reliés par l'isthme de Panama, il y a environ 20 millions d'années, ils étaient séparés par la mer. C'est cette mer que des singes qui ne savent pas nager ont traversée. Comment le sait-on? Parce que dans le canal de Panama, au nord, les paléontologues sont tombés, non pas sur un os, mais sur des dents. Des fossiles d'une espèce qui, croyait-on, ne vivait que dans le sud. Preuve qu'ils auraient pu passer d'un continent à l'autre. Ce singe marin serait donc le seul mammifère terrestre au monde à avoir passé la barrière maritime. Les scientifiques l'ont d'ailleurs baptisé Panamacebus transitus, celui qui a traversé le Panama. Longtemps, les chercheurs se sont interrogés. Mais comment s'y est-il pris? À la Jésus, qui marche sur l'eau, en empruntant le hors-board de Flic à Miami, ou sous l'eau, comme Patrick Dufy dans L'Homme de l'Atlantide. Rien de tout ça, évidemment. Il semblerait que ces Panamacebus transitus aient réussi à traverser la mer sur des îles flottantes. Non, pas celle-là, mais un morceau de terre qui s'est détaché du continent, grand comme plusieurs stades de foot, qui aurait gardé ses arbres, et dans les arbres, les singes qui s'y trouvaient, mais aussi la nourriture qu'ils consommaient. Poussés par les vents, ces îles sont passées d'un continent à l'autre, comme des navires. Plus de 20 millions d'années avant Colomb, ce sont donc les singes qui ont découvert l'Amérique. En 1982, un nouveau mot est entré dans le dictionnaire français, c'est le mot pyrénéisme. Ça vient évidemment des Pyrénées, mais ça consiste en quoi exactement? Eh bien, regardez puisque c'est l'héritage. S'accrocher à main nue aux roches parmi les plus hautes d'Europe, arpenter les versants d'un massif montagneux qui unit l'océan Atlantique à la Méditerranée, contempler des sommets camouflés par les brumes, puis écrire. Il y a l'alpinisme, un art de la conquête à la fois sportive et symbolique. Parti des Alpes, il s'est répandu dans le monde. Il y a aussi le pyrénéisme. Pour moi, le pyrénéisme, c'est une histoire d'amour pour cette montagne qui est particulière, assez fantastique, vertigineuse aussi. Et un pyrénéiste, c'est quelqu'un qui a envie d'excursionner dans la montagne, de sentir et de raconter. Raconter son ascension pour en faire une œuvre partagée, c'est le fondement du pyrénéisme. Depuis des siècles, ces cimes déchirées et isolées ont fait fantasmer les voyageurs. Si les apics et gouffres pyrénéens ont provoqué effroi et répulsion, à partir du XVIe siècle, des pionniers ont décidé de dompter leur peur en gravissant ces monts et en restituant leurs émotions. Un rapport sensible à ces sommets, au point que l'on tombe en pyrénéisme comme on tombe amoureux. Mais il ne suffit pas d'habiter les Pyrénées pour être pyrénéiste. Les sommets de ce massif convoquent un désir d'ailleurs. À la Renaissance, les hautes altitudes véhiculent l'image d'un monde hanté. Les montagnes servent au pâturage et les cols au passage des caravanes, mais les sommets, eux, demeurent obstinément inaccessibles au point de n'être parfois même pas baptisés.
En 1541, la petite ville de Cauterets devient le point de départ d'une expédition menée par l'une des femmes de lettres les plus influentes de son siècle, la sœur de François Ier, Marguerite de Navarre. La Renaissance, comme son nom l'indique, est une nouvelle naissance. Une nouvelle naissance qui s'inspire beaucoup de l'Antiquité. Et les richesses des Pyrénées, c'est les thermes. Donc on relie naturellement les anciens. Il y a l'influence naturellement de cet aspect champêtre. Le nom de Cauterets, en fait, et on le voit encore au XVIe siècle dans les écrits de Marguerite, c'est cauderes, c'est-à-dire les chaudières, c'est-à-dire véritablement les sources d'eau chaude, avec donc tout ce qui en fait ces qualités de soins apportés donc au corps. Fine diplomate, Marguerite de Navarre entraîne toute sa cour non loin du pont d'Espagne, où les paysages spectaculaires constituent à l'époque un enjeu politique de premier ordre. Un territoire à la croisée des royaumes de France, d'Aragon et de Navarre, en pleine rivalité entre François Ier et l'empereur Charles Quint. La plume de Marguerite devient une arme diplomatique pour marquer de son sceau une région déchirée. Vinrent des pluies si merveilleuses et si grandes qu'il semblait que Dieu eût oublié la promesse qu'il avait faite à Noé. Les cabanes et logis du dit Cauterets furent si remplis d'eau qu'il fut impossible d'y demeurer. Ceux qui étaient venus du côté de l'Espagne s'en retournèrent par les montagnes. En 1559, son recueil de nouvelles, l'Heptaméron, ouvre une brèche littéraire marquant les prémices du pyrénéisme. On sait très bien qu'au XVIe siècle, notamment dans la peinture, on voit apparaître l'importance du paysage. Elle participe de tout cela. Donc je vais dire que même si elle ne regarde pas le paysage comme on le regardera au XVIIIe siècle, on voit bien dans ses écrits qu'il y a cette attention, où le paysage prend sa place et qui montre en quelque sorte un espace pyrénéen de plaisir, où on va se raconter des histoires assis sur un coin de pré, tous les après-midi, sur le bord du Gave. Voilà comment elle le présente. Ces pics mystérieux, parfois qualifiés d'affreux, deviennent dans l'Heptaméron des lieux de détente propices à la fiction. Et s'il vous plaît que tous les jours, depuis midi jusqu'à 4 heures, nous allions dedans ce beau pré, le long de la rivière du Gave, où les arbres sont si feuillus que le soleil ne saurait percer l'ombre ni échauffer la fraîcheur, là, assis à nos aises. Marguerite projette sur la chaîne pyrénéenne ce qu'elle souhaite y voir. Un simple décor, prétexte à ses intrigues. Mais tout change un siècle plus tard. Pour la première fois, en 1659, le traité des Pyrénées délimite la frontière entre la France et l'Espagne. Cette volonté d'organiser le territoire prend une ampleur supplémentaire lorsqu'à la fin du XVIIIe siècle, la Révolution française crée les départements. Peu à peu, les montagnes pyrénéennes font moins peur et de nouveaux scientifiques s'attellent à identifier la flore et la faune locale. Les expéditions savantes se multiplient. Dans les Pyrénées, il ne s'agit plus de grimper mais de connaître et de transmettre le savoir par écrit. Le cirque de Gavarnie devient le lieu fondateur du pyrénéisme. On a ici un concentré de l'histoire des Pyrénées, ce monument fabuleux qui a été décrit par Victor Hugo comme le colosséum de la nature, construit par un architecte mystérieux. Ça témoigne en fait de l'histoire géologique des Pyrénées, une histoire assez fantastique. Cette soif de connaissance liée au savoir de la nature, c'est ici, au cirque de Gavarnie, qu'un personnage va s'en emparer. Politicien, géologue et botaniste, Louis-Ramon de Carbonnières devient l'homme de la flore pyrénéenne. Menacé après la Révolution par les Jacobins en raison de son soutien à la monarchie constitutionnelle, il fuit dans les Pyrénées et entreprend de répertorier dès 1792 la moindre plante. Il multiplie les herborisations et son célèbre herbier fait désormais partie des trésors du Conservatoire botanique de la région.
À cette époque, c'est toute une expédition de venir à Gavarnie parce qu'il n'y a pas de route depuis la vallée. On arrive en fait dans la vallée en passant le col du Tourmalet depuis Bagnères. Herboriser originellement, c'est ramasser des plantes pour les étudier et puis on va les mettre en conservation dans un herbier. Ça permet aux botanistes de se constituer une collection de références. Ramon va s'attacher à décrire la flore des Hautes-Pyrénées. Et en particulier, donc, dans un massif aussi riche en endémique que celui de Gavarnie, il va collecter, il va faire un herbier, il va prendre des notes sur des carnets. Avec son herbier, avec ses carnets, il va rédiger ses premiers ouvrages sur ses observations dans les Pyrénées, notamment ses carnets pyrénéens. L'homme passe près de 10 ans à parcourir cette contrée que l'on appelle encore le Mont Perdu. En 1825, son ouvrage « Mémoire sur l'état de la végétation au sommet du pic du Midi » contribue à l'intérêt international accordé à ce massif montagneux. Il y a des révolutions, par exemple, sur la manière de nommer les espèces. Et donc, on va assister à un foisonnement de recherche, en fait, de la part de gens qui vont devenir des spécialistes dans toutes les disciplines, en fait, la géologie, la géographie, la botanique, la faune. Devant la somme considérable de travaux et de créations, l'historien de l'art Henri Béraldi invente en 1898 le mot pyrénéisme. À travers son analyse, en fait, il constate qu'il y a un engouement pour les Pyrénées, une envie de transmettre, et il va appeler ce mouvement de pyrénéiste, en fait. Si savants et artistes s'attachent à retranscrire l'émotion suscitée par ces montagnes, en réalité, et pendant longtemps, beaucoup continuent de rendre ce mouvement exotique. Les pyrénéistes peinent à sortir de l'image d'Épinal, telle que la véhicule la peintre Rosa Bonheur avec ses bergers. Mais au XIXe siècle, avec l'arrivée du chemin de fer sur ces terres reculées, l'ailleurs se fait soudain plus accessible et le regard sur ces montagnes autrefois effrayantes change. Alors que la majorité des sommets pyrénéens ont été gravis, une nouvelle forme de pyrénéisme émerge. Pour la première fois, l'attention se porte sur les coutumes et les traditions locales. Parmi elles, une danse qui anime encore les rues du village de Sazos, on la nomme le Pantelou. Cette danse se dansait pendant les balades qui se faisaient pour les fêtes locales ou au moment du carnaval. C'était le plus âgé qui amenait les jeunes dans les autres villages. Et il fallait qu'ils montrent leur agilité. Et s'ils avaient bien montré leur agilité, on leur donnait des œufs, de la tourte, un peu de pâté, s'il restait du boudin, peut-être. Voilà. Cette danse colorée et joyeuse, une femme hors du commun la découvre pendant un périple qui lui fait traverser la chaîne de montagnes du Pays Basque jusqu'aux Pyrénées-Orientales. Au cours de son odyssée, l'illustratrice britannique Violet Alford se prend d'une véritable passion pour les danses pyrénéennes. Elle s'est mise à systématiquement, dans chaque vallée pyrénéenne, traquer les manifestations de cet art, du chant et de la danse. Elle avait toujours avec elle son carnet de dessin. En quelques coups de crayon, elle fixait une attitude, un saut. Et c'est ce qui fait d'elle une des premières pyrénéistes dans ce domaine de l'art chanté et dansé. À l'intérieur des carnets de Violette, aucune notion d'exploit, mais la volonté de témoigner de ces rencontres. Loin de l'alpinisme et de son esprit de conquête, le pyrénéisme fait appel aux arts. Un idéal associant montagne et littérature qui peut paraître surprenant pour qui n'est pas tombé dedans.
L'enjeu aujourd'hui est de redécouvrir l'histoire du pyrénéisme qui interroge notre rapport au territoire et à l'identité régionale. Par ici, qu'est-ce que vous en dites? Ok. Un regard que tente de faire connaître Christian Garabos en organisant des ateliers d'écriture en pleine nature. L'idéal du pyrénéiste est de savoir à la fois ascensionner, écrire et sentir. La première des choses que je vous demande, et c'est un petit peu dans la philosophie du pyrénéisme, c'est de débrancher votre cerveau. Et n'écrivez pas avec votre cerveau ou votre intelligence, mais écrivez avec vos tripes. Et puis à partir de là, donc vous pouvez commencer à marcher, aller petit à petit, pas à pas, et vous allez regarder, vous allez humer, vous allez sentir, vous allez ouvrir grand vos yeux. Avant son atelier, il aime à rappeler ces mots rédigés 126 ans plus tôt. Il dit « S'il était écrit sans monter, il ne se passe rien. S'il monte sans écrire, il ne laisse rien. Si, au contraire, il monte, écrit et sent, il devient le peintre d'une nature spéciale et il laisse un vrai livre admirable. » On se dirige maintenant vers la Bulgarie. Alors vous avez forcément des souvenirs d'enfance qui passent par les odeurs, des parfums qui émanaient de la cuisine de vos parents ou de vos grands-parents. Pour Oleg, qui habite à Sofia, c'est le ragoût de sa grand-mère dont il a accepté de partager la recette pour papille. Bonjour, je m'appelle Oleg Efremov, j'ai 38 ans et nous sommes à Sofia, en Bulgarie. Et aujourd'hui, nous allons cuisiner une recette unique, avec de l'agneau et des pruneaux. Je connais cette recette de ma grand-mère, qui était une cuisinière incroyable. C'est un honneur pour moi de vous la présenter. Allons voir quelle partie de l'agneau cette boucherie peut nous vendre. Finalement, j'ai pris du gigot. J'ai hésité avec le collier d'agneau, mais je pense que ce sera bien meilleur avec le gigot. Dans tous les cas, il vaut mieux éviter de prendre la poitrine ou l'épaule pour cette recette. J'ai fait le bon choix avec le gigot. Premièrement, nous allons faire tremper les pruneaux séchés. Les réhydrater prend un peu de temps. Ce sont des pruneaux séchés naturels, simplement, sans ajout de sucre. On garde ainsi vraiment le goût du fruit. On va les laisser environ 20 minutes dans l'eau chaude. Nous allons parer la viande et enlever toutes les parties non comestibles. Nous n'utilisons pas la graisse, non. Elle ne se mange pas, elle est trop dure. Pas besoin d'être extrêmement pointilleux, mais c'est bien de la rendre propre quand même. C'est une recette traditionnelle bulgare que faisait ma grand-mère quand j'étais petit. J'ai de très bons souvenirs de ces moments, quand nous nous réunissions avec toute la famille. C'est une recette qui mijote longtemps. Et comme elle dégageait une odeur délicieuse dans la maison, nous étions tous tellement impatients. Nous allons utiliser une partie de la graisse que nous avons enlevée. On va cuire la viande dans sa propre graisse. C'est intéressant gustativement. Voilà, la graisse a fini son travail. Nous la retirons. Nous baissons un peu le feu et nous commençons à cuire la viande. L'idée est juste de bien la marquer. Pendant ce temps, nous allons commencer à nettoyer nos légumes.
J'aime voyager. Et le fait de cuisiner, pour moi, c'est une façon de voyager, de goûter, d'expérimenter des choses, tout simplement d'avoir de la liberté. En plus de ça, cuisiner apporte de la joie aux gens. Quand la nourriture est bonne et faite avec amour, les personnes qui la mangent sont contents et moi, ça me rend heureux, tout simplement. Pour cette recette, je vais utiliser un de mes vins préférés. J'ai toujours pensé que le vin avec lequel tu cuisines doit être aussi un bon vin à boire. Je mets un demi-litre, puis j'ajouterai un verre d'eau. Maintenant, j'attends que l'alcool s'évapore avant de mélanger la viande avec les légumes. Santé! À la tienne. Je suis très content. Ça me rappelle ma grand-mère. Son ragoût à elle était meilleur, mais je ne suis pas très loin quand même. C'est une recette unique. C'est délicieux. Et ma bien-aimée est à mes côtés. Que peut-on demander de plus? Santé! À la vie et la bonne santé! Je vous invite à prendre le volant et on va indiquer la Suisse sur notre GPS. Tout le monde est persuadé que la coccinelle a été imaginée par Ferdinand Porsche sur la demande d'Hitler. Eh bien, c'est peut-être une énorme fake news. Voilà l'histoire inattendue du jour. Quelle joie, en Suisse, de conduire au bord des lacs et au milieu des montagnes. Si le plaisir de rouler est aujourd'hui accessible au plus grand nombre, c'est en partie grâce à un homme dont tout le monde a oublié le nom. L'entrepreneur Lorenz Schmid adore les vieilles voitures. Il n'oublie jamais de regarder dans le rétro et n'a toujours pas digéré qu'un de ses aïeuls, le cousin de sa grand-mère pour être exact, soit injustement oublié de l'histoire. Né en 1898 en Hongrie, Joseph Ganz développe très tôt un intérêt pour tout ce qui est mécanique. Joseph Ganz est une personne très curieuse. Il n'est pas comme tout le monde, ça c'est clair. Aussi dans ma famille, il avait l'image de... Il y avait des gens qui ont dit c'est un génie et d'autres qui ont dit il est fou. À l'âge de 12 ans, il a déjà eu un brevet. Il était au journal. On a trouvé une photo de lui, tout jeune. C'est comme ça qu'il a commencé sa carrière comme ingénieur plutôt. Lors de la Première Guerre mondiale, Joseph Ganz combat dans l'armée allemande. L'occasion pour lui d'observer de plus près les fleurons technologiques que sont les avions militaires. Il s'intéresse aux avions, il s'intéresse à l'aérodynamisme. C'était un des premiers qui voulait faire des voitures arrondies et pas carrées. En 1923, âgé de 25 ans, Joseph Ganz étudie le génie mécanique, dessine ses premiers prototypes et rêve de créer les bolides du futur. À l'époque, en Europe, l'industrie automobile n'en est qu'à ses débuts. Tandis qu'outre-Atlantique, la Ford T commence à démocratiser l'accès à la voiture, les véhicules du vieux continent sont lourds et anguleux et restent l'apanage des riches. Joseph Ganz, c'était un des premiers qui voulait construire des voitures pour tout le monde, des voitures pour le peuple. Il a même créé le nom Volkswagen à ce moment-là. Volkswagen, ça veut dire la voiture du peuple, pour tout le monde. Il voulait faire une voiture ronde, légère, efficace, petite, pas très chère, vraiment une Volkswagen. Il devient rédacteur en chef d'une revue automobile dans laquelle il développe ses idées. Très engagé, il n'hésite pas à tirer à boulet rouge sur les constructeurs, voire à démonter leurs failles. Collection de photos d'accidents à l'appui. C'était un des premiers aussi qui a fait des crash tests pour montrer que les axes rigides, c'est dangereux parce qu'il y avait par exemple les volants et l'axe du volant qui entrait directement dans la gorge des gens.
Ses prises de position sont très appréciées par les lecteurs. Joseph Gans se fait quelques ennemis, mais il noue aussi de précieux contacts dans le milieu de l'industrie automobile. Il commence à collaborer avec des constructeurs comme Mercedes ou BMW. Il réalise même son premier prototype, une voiture baptisée Maikäfer, en français, le hanneton. C'était sa première prototype qu'il faisait de façon style Gans. Avec la Maikäfer, il a montré que son concept avec le tube central, avec les axes indépendants, avec le moteur en arrière, ça tient la route quand même. En 1933, Joseph Gans sort chez le constructeur Standard son chef-d'œuvre. Derrière moi, on voit la Standard supérieure de 1933. Pour moi, c'est l'ancêtre de la coccinelle. Elle est arrondie comme la coccinelle. Elle a aussi les éléments techniques comme le châssis avec tube central, traction arrière, les axes indépendants, les éléments clés de la coccinelle. La Standard supérieure est exposée au Salon de l'automobile à Berlin en février 1933. Adolf Hitler s'y rend en visite officielle. À peine 2 semaines plus tôt, il a pris le pouvoir. Lui qui s'apprête à lancer un chantier titanesque de construction d'autoroutes est, sur ce point, en phase avec les idées du juif Joseph Gans. Hitler croyait beaucoup en automobile, il voulait motoriser le peuple. Et Joseph Gans, il se sentait allemand, il ne se sentait pas forcément juif et il aimait bien les idées d'Hitler. Enfin, il avait quelqu'un qui croyait à ses idées et il était au début très heureux, enthousiaste. Mais pour Hitler, il est hors de question d'impliquer un ingénieur juif dans un projet si important. Joseph Gans est arrêté par la Gestapo et emprisonné pour un prétexte douteux. On lui retire tous ses brevets. Condamné à l'exil, il se réfugie en Suisse. Depuis là, il n'avait plus le droit de travailler. Ils n'ont plus mentionné son nom. Hitler voulait vraiment réaliser ce projet de voiture pour le peuple. Et il a confié le projet à Ferdinand Porsche. Après le conflit, Joseph Gans termine sa vie seul en Australie. Parallèlement, la coccinelle de Volkswagen, qui reste aujourd'hui la voiture la plus vendue de l'histoire, devient l'icône populaire que l'on connaît et le symbole de la reconstruction allemande. Joseph Gans s'est battu pour sa réhabilitation. Ce qu'il a fait pour ce projet de coccinelle, il a vu tous les développements en Allemagne et il savait ce qu'il avait fait pour ce projet, mais tout le monde l'oubliait. Il y a même un article dans un journal australien qu'il a écrit où il dit « Je suis le père de la coccinelle ». La Standard supérieure, toujours pimpante malgré ses 90 printemps, reste aujourd'hui la preuve du génie de Joseph Gans. La réponse à la devinette. En début d'émission, je vous demandais comment en Italie, après la Seconde Guerre mondiale, des militantes communistes ont tout fait pour sauver des enfants de la misère. Eh bien, elles ont envoyé les plus pauvres dans des familles riches. Dès 1946, pour surmonter l'hiver, ces femmes font partir des milliers d'enfants de Naples, Rome ou des campagnes de Calabre vers les villes aisées du nord de l'Italie. Les enfants voyagent seuls, à bord de trains nommés les trains du bonheur. L'expérience devait durer 4 mois, mais face au succès de l'opération, certains enfants vont rester jusqu'à 2 ans dans leur famille d'accueil. Et elles ont non seulement sauvé près de 70 000 enfants de la faim, mais elles ont aussi permis le maintien de l'alphabétisation de cette génération. Jodi Bispalt.